Alors, c'est parti. Dans le fond, avant de débuter, je vais me présenter. Mon nom est Nicolas Cloutier. Je suis sergent détective pour le service de police de la ville de Mascouche. Déjà 18 ans de carrière ici au service de police de Mascouche, dont 13 au bureau des enquêtes. Donc, ce soir, c'est moi qui fais la présentation sur la fraude. Comprendre pour mieux réagir, ben pourquoi? Parce que si on est capable d'éviter que des fraudes surviennent, ben c'est un pas de gagné pour la police du fait qu'on évite des drames, on évite des pertes d'argent. Donc, c'est un peu le but de la capsule de ce soir, c'est pour vous aider à découvrir la façon de fonctionner des fraudeurs, mais surtout dans un deuxième volet là, pour vous apprendre comment se méfier et comment surtout ne pas tomber dans le panneau. Donc, ce soir, on va viser les faux représentants et l'hameçonnage. Pourquoi les faux représentants et l'hameçonnage? Parce que c'est un sujet qui est au goût du jour. C'est des fraudes qu'on voit souvent ces temps-ci. Et les deux sont un dans l'autre. Donc, les faux représentants ne sont qu'en quelque sorte qu'une façon un petit peu plus évoluée de faire de l'hameçonnage. Donc, Jean-Sébastien, si tu veux passer à la prochaine diapositive. On va tomber un petit peu dans les termes, un petit peu plus un lexique. Donc, un faux représentant, c'est quoi? Eh bien, c'est un individu qui personnifie le représentant d'une institution financière dans le but d'obtenir des informations ou des biens. Institutions financières, là, ça couvre autant les banques que les caisses. Des fois, ils peuvent même utiliser d'autres sortes d'institutions, mais pour le moment, on va se concentrer surtout sur les institutions financières. L'hameçonnage, c'est la technique générale utilisée là, par les fraudeurs pour obtenir des informations personnelles sur ces victimes et c'est dans le but de procéder après ça par escroquerie, après ça de récupérer des sommes d'argent ou des biens à ces victimes. Finalement, les moyens utilisés, c'est assez simple. Les personnes vont procéder habituellement par téléphone, par SMS et par courriel. Ça vise essentiellement là, les deux points, faux représentants et l'hameçonnage. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, je vais donner des exemples pour que vous puissiez aussi, les gens à la maison puissent se retrouver dans tout ça. J'ai mis en gros ici ceux qu'on voit le plus souvent ces jours-ci. Donc, concernant les faux représentants, souvent, ça va être quelqu'un qui va se présenter sous quelqu'un qui est responsable de la sécurité chez Desjardins. La façon de faire est la suivante. Ces personnes-là vont scruter le bottin, le 411, des choses du genre où ils sont capables de retrouver un nom et un numéro de téléphone pour vous joindre. À ce moment-là, ils vous appellent. Ils vont se présenter en tant que représentant de sécurité. Souvent, ils vont vous nommer par votre nom. Et par la suite, ils vont vous informer qu'ils ont détecté, soit dans vos comptes, sur votre carte de service, votre carte de débit ou de crédit, des transactions frauduleuses. Donc, à partir de ce moment, ils vont vous alerter, ils vont utiliser un peu le système panique qui est en vous et ils vont exiger tout simplement, vous aviser qu'on va envoyer quelqu'un récupérer votre carte qui est défectueuse pour la remplacer par une nouvelle. Donc, vous allez devoir remettre votre NIP et votre carte bancaire dans une enveloppe que quelqu'un va être chargé d'aller récupérer à votre domicile. Donc, à partir de là, quand la personne se présente chez vous, elle peut être habillée en Post Canada, elle peut être habillée avec un name tag là, au nom de Desjardins ou n'importe quoi. Ces personnes-là vont récupérer ces enveloppes-là et par la suite, ils ont votre carte et votre NIP. Donc, ils vont aller retirer de l'argent dans un guichet, vont aller faire des achats pour des... on peut penser à des téléphones cellulaires à Apple qui valent plusieurs milliers de dollars et qui se revendent facilement dans la rue, tous les appareils, les iMac, on peut, tout ce qui est électronique. Donc, faux représentant, c'est la base de la fraude, ça ressemble à peu près à ça. Quand on parle ensuite d'hameçonnage, je suis à peu près convaincu que tout le monde qui doit être ici présentement dans le Zoom a reçu un appel dernièrement enregistré, soit de l'Agence du revenu du Canada ou des services frontaliers canadiens qui vous informent soit que vous avez un mandat d'arrestation qui a été émis à votre nom, votre assurance sociale a été servi à commettre des fraudes ou qu'un colis a été livré à la frontière et qui contenait des objets illicites ou quelque chose d'illégal et que par la suite, vous avez un mandat d'émis contre vous. Bien souvent, c'est plutôt, voyons, je vais y arriver. Ces messages-là sont habituellement des messages enregistrés qui sont en anglais.
Et quand vous allez regarder là, le numéro de téléphone de la personne qui vous appelle, tout, ça se peut que ce soit affiché l'Agence du revenu, ça se peut que ce soit affiché tout simplement un numéro de téléphone qui ressemble au vôtre. Et par la suite, si vous sélectionnez, habituellement, c'est le 1 qu'il faut appuyer pour parler à un représentant, pour régler la situation. Ces gens-là, ben là, vont vous inciter tranquillement à remettre vos informations personnelles. Ils vont vous demander votre numéro d'assurance sociale, vous demander votre adresse, confirmer les choses qu'ils veulent obtenir de vous. Et par la suite, ben, ils peuvent se servir de ces informations-là pour faire des vols d'identité, ouvrir des comptes bancaires à votre nom dans des institutions financières. Vous savez que maintenant, en ligne, il est possible d'avoir un compte bancaire en fournissant des documents, donc même pas besoin de se présenter en succursale pour ouvrir un compte aujourd'hui. Donc, avec les informations que vous leur avez données, et à ce moment-là, ils peuvent commettre des fraudes. Un petit peu moins habituel, on a les fraudes de Microsoft. On a vu ça dans le passé, c'était souvent des gens qui appelaient et qui disaient qu'ils travaillaient pour Microsoft et que votre ordinateur à la maison était sous le coup d'un virus et que Microsoft avait détecté là, la présence du virus et vous offrait de régler avec eux la façon, dans le fond, tout simplement de nettoyer l'ordinateur et de le rendre à nouveau fonctionnel. Donc, la façon qu'il faisait tout simplement, c'est qu'il vous incitait à downloader, plutôt à télécharger un programme pour donner accès à la personne de Microsoft, pour qu'elle puisse utiliser votre ordinateur à distance pour pouvoir faire certaines manipulations dans votre ordinateur, sur votre disque dur ou tout simplement dans les réglages. Et dans le fond, ce qu'il faisait tout simplement, c'est qu'à partir de là, quand il avait le contrôle de votre ordinateur, ben là, il s'en allait chercher vos mots de passe, il s'en allait bloquer carrément certaines parties de votre ordinateur pour après ça vous extorquer le compte des sommes d'argent pour vous redonner pleine possession de votre ordinateur. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est beaucoup moins par téléphone. C'est beaucoup plus, vous allez naviguer sur un site Internet et un site qui est pas nécessairement reconnu ou de toute sécurité. Des fois, on s'égare dans les abîmes d'Internet et on tombe sur des sites qui sont moins sécurisés que d'autres. Et ces sites-là vont avoir une image, plutôt une petite fenêtre qui va s'allumer sur votre écran avec des gros caractères et un gros avertissement qui va encore une fois faire appel à un petit peu à votre sens de la panique et que ça va être marqué que votre ordinateur est infecté présentement sous le coup d'un virus et ça va être accompagné d'un numéro à appeler. Donc, vous comprendrez que le numéro, lorsque vous allez appeler à cet endroit-là, ce n'est pas parce que votre ordinateur est sous le coup d'un virus, mais c'est bel et bien un fraudeur que vous allez parler. Et là, il va vous offrir toutes sortes de solutions pour pouvoir vous débarrasser du virus, dont d'attraper eux-mêmes les hackers qui sont en possession de votre ordinateur, moyennant quelques transactions monétaires qui vont attirer ces pirates informatiques-là. Donc, encore une fois, ça va vous amener tout simplement à dépenser votre argent et à envoyer ça à l'hacker qui se fait passer pour la bonne personne de Microsoft qui vous aide à l'assistance pour régler votre problème. Donc, en pensant à régler un problème, vous en créez tout simplement un autre. Finalement, dans l'hameçonnage, toujours les SMS, pour ceux qui en reçoivent, on peut recevoir un SMS de la part de Bell. On a toutes sortes de compagnies. Ça peut être Post Canada, ça peut être Netflix, ça peut être plusieurs. Des chats directs, tous les grands diffuseurs. Dans le fond, Disney+, et bien souvent, vous allez vous-même recevoir ces avertissements-là sans même être abonné. Ça va tomber dans votre téléphone cellulaire et on peut voir à peu près comme le message que j'ai mis moi-même. C'est un message que j'ai reçu personnellement. Donc, votre paiement automatique à Netflix n'a pas pu être processé. Ça tombe mal parce que l'abonnement Netflix, j'en ai pas. On me demande qu'est-ce qu'un SMS. Un SMS, c'est un message électronique. Dans le fond, c'est un texto que vous allez recevoir sur votre téléphone cellulaire quand vous échangez discussion par téléphone cellulaire. C'est un SMS, c'est un texto. Donc, vous allez recevoir un texto de la part d'un inconnu et ça l'affiche un message de ce style-là. Donc, votre paiement automatique à Netflix n'a pas été processé. Veuillez vérifier vos informations. Donc, si vous cliquez sur le lien qui est affiché sur l'image qu'elle a, eh bien, ça va vous amener sur un site qui ressemble à celui à Netflix. Et qu'est-ce qu'il va avoir comme affichage? Bien, ça va vous demander de rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Étant donné que ça ressemble à Netflix, un coup, vous allez avoir cliqué. Étrangement, ça ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas capable d'avoir accès à votre compte. C'est bizarre. Et c'est là que vous vous rendez compte.
il est trop tard pour s'en rendre compte, malheureusement. Mais vous avez carrément inscrit vos données dans un site pirate. Et là, votre compte Netflix ne vous appartient plus. Ces personnes-là peuvent modifier votre mot de passe et à partir de là, peuvent vous extorquer tout simplement, revendre votre abonnement ou tout simplement télécharger des films, des contenus et mettre ça sur votre facture à vous. Donc, les SMS, les choses comme ça, c'est une autre façon, SMS, texto, bien sûr, c'est une autre technique là, en matière d'hameçonnage. Maintenant que j'ai passé à travers les principales formes d'hameçonnage qu'on peut voir, c'est sûr qu'à la fin de la période de questions, vous allez sûrement pouvoir m'en compter d'autres ou vérifier d'autres. Je vais pouvoir en parler plus tard avec vous. Si on passe à la prochaine diapositive, maintenant, on tombe un peu dans les signaux qui nous alarment là, quand on est en matière de fraude. Quand quelqu'un communique avec nous, que ce soit par texto, que ce soit par courriel, que ce soit par téléphone, est-ce que la personne là, qui est au bout du fil, est-ce qu'elle tente d'obtenir des informations personnelles? Est-ce qu'elle les connaît ou elle tente? Si demain matin, l'Agence du revenu appelle à votre domicile sur votre numéro personnel, j'espère bien qu'ils ont déjà vos informations personnelles parce que s'ils appellent et qu'on va juste les confirmer, ça part mal. Ça part très mal parce qu'ils ont accès à votre dossier. À moins que ce soit vous qui initiez l'appel. Je vais donner un exemple. Si vous voulez changer votre abonnement chez Vidéotron, vous allez appeler le service à clientèle et là, on va vous demander des mots de passe de sécurité, ils vont vous demander des informations, votre première voiture, le nombre de jeunes filles de votre mère, etc. Donc, si la compagnie vous appelle elle-même, ce n'est pas pour vous poser ces questions-là, parce qu'elle est convaincue en appelant à votre numéro que vous avez donné lors de votre inscription, elle s'attend à parler à la bonne personne, donc elle ne vous en demandera pas. Elle va les avoir déjà à sa possession. Prochaine chose, demande-t-elle mon NIP? Le NIP, c'est simple, c'est votre mot de passe sur votre carte débit. Même votre institution financière ne vous le demandera jamais. Lorsqu'il vient le temps de l'inscrire ou de le modifier, la personne derrière le comptoir, elle va vous remettre l'appareil pour que vous le fassiez, mais sans qu'elle regarde. Donc, est-ce que c'est normal que quelqu'un au bout du téléphone veuille obtenir mon NIP alors que la personne qui me remet ma propre carte ne me le demande pas, mais plutôt me tend la machine pour que je le fasse moi-même? C'est encore un signal qui est très fort à ce niveau-là qu'on tente de m'arnaquer. Lorsque je parlais tantôt de l'agence du gouvernement, est-ce que Revenu Québec m'appelle pour un paiement? Maintenant, lorsque je discute avec elle, elle dit parfait, on va régulariser votre situation. Vous allez vous rendre au guichet Bitcoin situé à Terrebonne. Maintenant, qu'est-ce que des bitcoins? Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est de la crypto-monnaie. Crypto-monnaie qui est une monnaie qui est complètement numérique, donc qui n'existe pas sur papier ou en argent tangible. Je comprends qu'on est rendu en 2022, mais les agences gouvernementales ne font pas de transactions en crypto-monnaie. Donc, si on vous invite à aller régler votre dossier chez l'Agence du revenu en crypto-monnaie, le gouvernement ne fait pas affaire en crypto-monnaie. Donc, c'est un premier signal. Et les cartes cadeaux, les cartes crédit prépayées, il n'y a pas d'agence non plus gouvernementale qui vont vous demander d'acheter des cartes cadeaux et de vous remettre le numéro de la carte cadeau avec le petit numéro derrière qui est à gratter. Ça, souvent, c'est une technique qui est utilisée par les fraudeurs pour transférer de l'argent outre-mer. Donc, avant ça, on disait tout simplement, rendez-vous chez Western Union, demandez, en le fond, à faire le paiement, on vous envoie le numéro du compte, puis bien souvent, ça se trouvait être en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays qui était l'autre bord de l'océan Atlantique. Et à ce moment-là, l'argent se ramassait directement chez les fraudeurs. Lorsque Western Union a décidé de mettre en garde les personnes qui faisaient ce genre de transactions-là en disant, lorsque vous arriviez au comptoir, les personnes arrivent et disent, saviez-vous qu'il y a des fortes chances que le virement que vous tentez de faire soit relié à une fraude? À partir de là, eux autres, ils ont trouvé un autre stratagème. Puis c'est pour éviter que l'argent soit retracé aussi. On ne veut pas que ces gens-là ne veulent pas se faire retrouver. Donc, les cartes cadeaux ont été le meilleur moyen. Donc, une carte cadeau, ça se trouve chez Best Buy, ça se trouve dans les dépanneurs. Ça va être Google Play, ça va être Apple, ça peut être n'importe quelle compagnie, ça peut même être Best Buy, toutes les compagnies qui existent. Et là, les fraudeurs vous incitent à acheter des cartes cadeaux 100 $, 50 pour, après ça, leur dévoiler les cartes ou leur envoyer une photo de la carte avec le numéro en arrière.
Donc, comme je l'expliquais tantôt, c'est tout simplement parce qu'un coup que vous avez donné le numéro à l'avant et le numéro à l'arrière, la carte n'est plus bonne, elle est rendue comme si elle avait été encaissée. Donc, à partir de là, même si vous avez encore la carte en votre possession, ce qui se trouve à avoir été déposé dessus n'est plus sur la carte, elle a été transférée. Donc, finalement, est-ce que l'institution ou le gouvernement possède mes coordonnées par lesquelles il est entré en communication avec moi? Je vais donner parfaitement, par exemple, l'Agence du revenu, il ne possède pas mon numéro de téléphone cellulaire. Donc, si l'Agence du revenu appelle à mon domicile, je réponds au domicile, c'est crédible. Par contre, si on communique avec moi par adresse courriel, je n'ai jamais communiqué avec eux par adresse courriel, je ne leur ai jamais envoyé dans mes rapports d'impôt mon adresse courriel, on a ici un premier signal qui se lève. Deuxièmement, encore une fois, est-ce qu'elle communique sur un téléphone cellulaire alors que mon téléphone cellulaire, je m'en sers très rarement, ce n'est pas mon moyen de communication numéro un. C'est un autre signal qui est fort là, pour envoyer en tant que quoi que c'est peut-être un fraudeur. Juste pour vous dire comme ça, les fraudeurs vont tenter à tous les jours, à toutes les semaines, ils font des millions et des millions de transactions, là, des essais. Et là-dessus, sur des millions de courriels, textos et appels qui sont envoyés, il n'y en a que très peu de personnes qui vont mordre à ces appels-là et qui vont finir par envoyer de l'argent. Par contre, quand on est en matière, qu'on parle de millions, quand même que c'est juste 1% des personnes qui mordent à l'hameçon. On peut parler de plusieurs millions aussi de dollars d'argent qui se ramassent dans les poches à chaque année de ces gens-là. Et c'est des essais qui ne coûtent pas cher pour eux. Si la personne ne répond pas au téléphone ou qu'elle raccroche, pour eux, c'est simple, on passe au prochain appel et ainsi de suite, juste à temps qu'on tombe sur excusez l'expression, mais un poisson, parce qu'on parle d'hameçonnage, c'est tout à fait comme à la pêche. On espère qu'un poisson va mordre à la pas. Donc, c'est tout simplement le nombre d'essais qui fait qu'à un moment donné, on a un certain succès et que ça devient payant. Donc, c'est la façon de faire des fraudeurs. Donc, on essaie, on vous met en confiance, on ajoute un petit peu de panique pour accélérer le processus et à partir de là, ben, on réussit à extorquer de l'argent. Donc, ça fait un peu le tour, je crois, de ce que j'avais pour vous pour ce soir. On va passer à la deuxième partie de la présentation qui se trouve à être un peu le côté à Jean-Sébastien, qui est notre agent de prévention, donc communautaire. Et c'est son but un peu de vous informer sur les façons de ne pas se faire prendre, mais surtout comment réagir lorsqu'on est abordé par un fraudeur. Alors, on va continuer là-dessus. Évidemment, là, vous l'avez textuel devant vous, mais on va passer à travers. Comme c'est écrit, c'est possible, prenez note des détails fournis par la plan, numéro de téléphone, nom de l'agent à l'entreprise concernée. C'est simple parce que avec ces informations-là, vous pouvez tout simplement dire, supposons que c'est un appel téléphonique, vous dites, parfait, je vous rappelle. Parce que la meilleure façon de savoir que vous êtes bel et bien avec l'institution avec laquelle vous parlez, on va prendre l'exemple Desjardins, on ne fera pas le tour de toutes les banques, là, on va dire Desjardins vous appelle et c'est écrit Desjardins sur votre afficheur. Fiez-vous pas à ça, il y a des logiciels qui rendent ça très facile d'afficher ce que les gens veulent de nos jours. Même de prendre des numéros de téléphone jetables, si on veut, qui sont utilisés pendant, on va dire, 15 minutes, ils sont plus bons après, mais il a servi le temps qu'ils vous appellent. Alors, vous prenez les informations en note et vous rappelez vous-même votre institution financière. Comme ça, vous allez être sûr que vous parlez bien avec eux. Et dans à peu près 100% des cas, ils vont vous dire non, on ne vous a pas appelé, c'est quelqu'un qui a essayé de vous frauder. C'est une manière simple. Et les fraudeurs, à l'autre bout, eux, vont mettre la pression pour que non, 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 il faut régler ça tout de suite. Il n'y a aucune situation qui demande une urgence de règlement dans les 5 minutes suivantes. Que ce soit une institution financière, que ce soit le gouvernement, que ce soit peu importe, il n'y a aucune situation qui va demander un règlement dans les 5 minutes. Ensuite de ça, ne vous fiez pas à l'afficheur de votre téléphone, comme je viens de dire. Il y a des façons très faciles de nos jours de faire changer ce qui est affiché. Alors, oui, vous avez une information, quelqu'un se fait passer pour Desjardins. Ce que ça vous dit tout simplement, c'est j'appelle où pour vérifier. Si ça écrit Banque TD, dans mon cas, j'ai rien chez la Banque TD. C'est un gros signal en partant.
peut-être un ancien financement d'une auto que j'ai oublié, je ne sais pas. Mais on rappelle n'importe quelle succursale, puis ils vont vous confirmer si oui ou non, c'est bien eux qui vous ont appelé. Si c'est eux, parfait, continuez. Mais si c'est vraiment une institution, il n'y aura pas l'urgence lors de l'appel. Ensuite de ça, ben, on continue le point 3, comme je viens de dire, on raccroche, on rappelle. La meilleure façon, ben, c'est ça, hein, vous allez chercher vous-même le numéro de téléphone dans le bottin ou sur Internet, ou même vous pouvez attendre le lendemain, vous présenter en personne et aller au comptoir pour vérifier avec quelqu'un. Et comme Nicolas a dit tantôt, jamais personne ne va demander vos cartes, vos NIP, surtout pas à votre porte. Ils ont cette façon de procéder parfois où ce qu'ils vous appellent et disent qu'il y a un problème avec le compte, on a besoin des cartes, il faut les annuler. Il y a un représentant qui va passer chez vous d'ici 30 minutes. Aucune institution ne fonctionne comme ça. Et comme il a dit, quand vous changez votre NIP ou que vous initiez une nouvelle carte, personne ne le prend en note, vous le faites vous-même. Alors, il n'y a aucun sens à ce qu'on le mette sur un bout de papier dans une enveloppe avec les cartes. Ce que vous venez de faire quand vous faites ça, c'est voici mon argent et tout mon compte, faites ce que vous voulez avec. Alors, jamais vous n'ouvrez la porte à ces gens-là. La meilleure chose que vous pouvez faire, si ça arrive et qu'ils cognent chez vous, vous lui dites bonjour, vous y refermez la porte, vous prenez une bonne description physique de la personne et de son véhicule si vous le voyez et vous nous appelez. Ensuite de ça, les patrouilleurs, eux autres, pourront essayer de les localiser et ben, continuer un dossier de fraude avec ces gens-là. Ensuite de ça, oups, un petit peu trop vite, des ressources pour avoir des informations. Vous le voyez, Centre antifraude du Canada, je suis allé éplucher un petit peu leur site. Il y a énormément d'informations sur des sortes de fraudes comme moi-même, je n'en connaissais pas. Évidemment, un peu comme l'hameçonnage et les faux représentants, il y a de l'entrecroisement là-dedans. Alors, des fois, vous allez choisir une sorte, puis ça va vous en ouvrir 3, 4 qui se touchent un peu. Ben, en fait, c'est encore mieux parce que ça vous met encore plus au courant de différentes façons de procéder avec un seul clic. Mais c'est un site très complet. Vous avez le numéro de téléphone aussi si vous voulez poser des questions. Et Échec au crime, ce n'est pas une source d'information, c'est une source de dénonciation anonyme. Vous pouvez les appeler si vous êtes au courant de quelque chose et que vous ne voulez pas que votre nom sorte nulle part. Vous appelez Échec au crime. Eux autres, c'est un point central, c'est une chute d'informations qui vont renvoyer ensuite au corps de police concerné. Alors, si vous appelez de Mascouche, ça va nous concerner nous. Mais du moment que vous êtes de l'autre côté de la 640, ils vont envoyer l'information à la police de Terrebonne si c'est quelque chose qui s'est passé sur leur territoire. Mais de votre côté, peu importe où vous vous trouvez, ça n'implique absolument rien. Votre nom, votre adresse, numéro de téléphone ne sera pas diffusé à qui que ce soit. Alors, voilà pour certaines ressources. J'ai aussi ici de disponible, on va essayer de l'enligner comme oh boy. Ça, c'est la magie des fonds verts. Bon, le petit livre noir de la fraude. Et on a l'autre dépliant ici, mon Dieu, que ça. Là, tout est vert. Bon. C'est le dépliant qui s'appelle la fraude en 3D. Ils sont disponibles au poste de police. Vous les avez dans l'entrée avec les autres dépliants. C'est gratuit. Là. Fait que si vous avez besoin d'avoir un document papier de temps en temps pour feuilleter, juste pour vous rappeler, vous pouvez tout simplement passer au poste de police, venez vous en chercher un. S'il n'y en a plus, vous le demandez à la réception. On va vous en donner un ou on va le remplir le rack à l'avant. Alors, voilà pour certaines sources d'informations pour vous là-dessus. Je crois qu'on arrive déjà à la période de questions. Je peux peut-être renchérir un petit peu à la fin. Si jamais vous êtes victime de fraude, là, on vous a expliqué aujourd'hui les façons de faire des fraudeurs, comment s'en prévaloir. Par contre, si jamais ça devait arriver, dans un premier temps, je vais donner l'exemple de l'Agence du revenu ou des SMS, les textos que vous recevez. Dans ces cas-là, vous pouvez tout simplement, là, si vous les recevez, vous pouvez les dénoncer au Centre antifraude du Canada. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'eux, ils recensent la plupart des fraudes qui sont à grande échelle à la grandeur du Canada. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils vont toutes prendre ces informations-là, les colliger dans un seul et même dossier.
Et à partir de là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont mettre de la pression sur le corps de police plutôt qui s'occupe de ce pays-là. Tantôt, je nommais la Côte d'Ivoire, par exemple. La police du Canada n'a pas de juridiction en Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas débarquer là-bas et démanteler un centre d'appel de fraudeurs. Par contre, avec Interpol, on peut mettre de la pression sur ces pays-là pour qu'ils agissent si on est capable de récupérer des informations. Donc, ça, c'est dans les cas où ce que vous n'êtes pas victime. Dans le cas où ce que vous recevez, vous êtes approché par des fraudeurs, mais que la fraude ne se fait pas. Du moment où c'est que vous êtes victime, donc du moment où c'est que vous avez remis vos informations personnelles, vous avez constaté que vous avez envoyé de l'argent, vous êtes à ce moment-là un plaignant. Donc, c'est important de vous présenter au corps de police qui dessert votre localité. Donc, dans le cas d'aujourd'hui, on va vous inciter à vous présenter au poste de police ou d'appeler au service, faire déplacer une voiture. Et on vous demande d'avoir avec vous un maximum de preuves qui vont pouvoir nous aider. Ça peut être très compliqué comme ça, mais en gros, ce que les policiers vont vous demander, c'est une description ou la façon que vous avez été abordé. Si vous avez été communiqué par un numéro de téléphone, quel était le numéro de téléphone affiché? C'est survenu à quelle heure, à quelle date? Si vous avez parlé à quelqu'un, sa voix, etc. Si c'était quelqu'un qui s'est présenté à votre domicile, une description, comme disait Jean-Sébastien tantôt, le véhicule par lequel il se déplaçait. Et on va vous demander aussi un relevé bancaire, admettons, qui démontre le transfert d'argent. Si c'est par Interac, vous pouvez remettre aussi les données sur le numéro de téléphone ou l'adresse courriel avec laquelle vous avez envoyé le virement ou à quelle personne vous l'avez envoyé. Donc, c'est tous des éléments qui vont être importants pour nous pour notre enquête plus tard. Et en passant, les fraudes, l'avantage que ça a comparativement à d'autres crimes, c'est que la plupart du temps, les fraudes laissent des traces. Donc, pour nous, on est capable de faire une enquête et habituellement, on est capable quand même d'aller assez loin dans nos enquêtes. C'est sûr que du moment où c'est qu'on tombe outre-mer, on se trouve à être un peu démuni du fait que ça se peut que dans ce pays-là, on n'ait pas le droit d'agir. Par contre, si ça se passe ici au Québec ou même au Canada, on a des pouvoirs qui nous permettent de retracer ces pistes-là et de retracer l'auteur. Par contre, vous comprendrez que côté monétaire, récupérer les sommes, c'est pratiquement impossible. Quand vous portez plainte, ce n'est pas dans l'espoir de récupérer vos sommes parce qu'habituellement, un coup qui sont envoyés sont déjà dépensés. Donc, à moins de tomber sur un fraudeur qu'on puisse accuser au criminel, présenter devant le juge, il existe des justices réparatoires qui pourraient inciter le juge à imposer aux contrevenants de rembourser les sommes qui ont été fraudées. Donc, quand on parle de petites sommes, c'est des choses qui sont possibles. Par contre, quand on parle de millions de dollars, mais souvent, là, ces personnes-là ne sont pas en mesure de payer ces sommes-là. Donc, là, ça peut être un petit peu plus problématique. Par contre, je vous incite, même si les sommes peuvent être dérisoires ou peuvent paraître pour vous comme des petites sommes, on vous invite quand même à porter plainte parce que, comme j'expliquais tantôt, eux, la force, c'est le nombre. Donc, plus qu'ils en commettent, même si c'est des petites sommes, plus qu'on peut à la fin aller chercher une bonne sentence, puis peut-être arrêter avant qu'il soit trop tard, là, avant qu'il y ait 45, 50, 60 victimes au travers du Québec. Là. Donc, on vous incite à le faire. Pour la question tantôt que j'ai vu défiler là, pour l'adresse du poste de police, suivant ce beau diapositive-là avec les petites mains levées, là, vous allez avoir nos coordonnées. Donc, vous avez l'adresse du service de police, vous allez avoir une adresse courriel, l'adresse du corps de police, un numéro général pour rejoindre pour pouvoir vous présenter si jamais il y a quoi que ce soit. C'est sûr et certain que si la personne se présente à votre domicile, le 911, si c'est une urgence, la personne est là, elle cogne à ma porte. N'hésitez pas à communiquer avec le 911, ça reste le numéro de sécurité. Donc, maintenant, on va procéder à la période de questions. Je pense qu'on est rendu là. Oui, Bon, je vais parfait. juste remonter. Oui, L'adresse, bon, je viens de la mettre à l'écran. Vous avez les coordonnées. Si vous avez des questions, le numéro de téléphone que vous voyez là, c'est le numéro de téléphone général. Ça, c'est la répartition en avant qui va vous répondre, qui peuvent vous rediriger vers les bonnes personnes. Ou une façon encore plus simple, surtout à notre niveau, étant donné qu'il y a des horaires qui sont en rotation aussi, ça serait d'envoyer un courriel tout simplement à police-ville.mascouche.qc.ca. On a quelqu'un là qui est assigné à vérifier les courriels entrants puis répondre aux questions ou les envoyer aux personnes concernées quand c'est le cas.
J'ai Carole ici qui dit: « Je reçois souvent des courriels d'Amazon que ma télé est en livraison pour un montant de 1500 $ et plus et qu'ils ont débité ma carte de crédit. Je sais que j'ai une fraude et je ne réponds jamais. » Effectivement, c'est la chose à faire. Vous les ignorez. Comme que Nicolas disait, ils fonctionnent au volume. Oui. Alors, il faut qu'il y en ait juste un à quelque part qui réagisse à ça et qui transfère l'argent. Et même s'il y en a 9 999 autres qui ont ignoré le message, le 10 millième, lui, vient de le donner 1500 $. Je Alors, il faut dirais simplement l'ignorer. aussi une façon pour certains appareils, comme par exemple Outlook, vous avez une option lorsque vous sélectionnez ce message-là de signaler comme étant du hameçonnage. Vite comme ça, là, de mémoire, vous allez sur votre message, vous allez dessus et dans le champ supérieur droit où ce que vous avez plus d'options, je crois que c'est 3 petits points ou une petite flèche qui défilent vers le bas, vous pouvez, bon, c'est marqué habituellement, marqué comme lu, marqué comme non lu, et vous avez l'option signaler. Et à ce moment-là, il vous demande si c'est du pourriel, donc si, si ça doit aller aux poubelles parce que c'est non voulu, ou si c'est de l'hameçonnage. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui arrive, c'est que, vu que c'est Outlook, c'est Microsoft, eux autres, vont comme mettre un flag, un drapeau sur ce courriel-là et va signaler, dans le fond, que c'est possiblement du hameçonnage. Donc, à partir de là, vont possiblement bloquer eux-mêmes la possibilité de cet individu-là à envoyer des courriels. Donc, vous bloquez le problème à la source, vous lui coupez les vivres un peu là, en faisant ça. Donc, je vous invite à faire ça. Si vous en recevez davantage, gênez-vous pas pour le faire. C'est une façon rapide, très simple et ça fonctionne. Ben, j'en reçois quotidiennement, moi aussi, des courriels de la sorte et à chaque fois, je me fais un devoir justement de les signaler comme du hameçonnage lorsqu'il m'en s'agit. Ensuite de ça, on a Lina qui voulait avoir le contenu. Comme Nicolas expliquait au début, la présentation est enregistrée. La ville a une chaîne YouTube. Alors, la vidéo, de ce que j'ai compris des communications de la ville, va être mis à la disposition des gens pour pouvoir le revoir plus tard. Il devrait être aussi sur les médias sociaux et le site de la ville, là, qui va, évidemment, le temps d'éditer tout ça, et il devrait être rendu disponible pour tout le monde pour pouvoir le regarder à nouveau. Carole nous parle des fraudes sur Facebook. Effectivement, comme on disait au début, il y a plusieurs types de fraudes. Les fraudes au niveau des petites annonces, ça va Oui. faire le sujet d'une prochaine capsule. Parce que ce soir, si je me fie, on est déjà rendu à 45 minutes. Alors, évidemment, on ne veut pas des capsules qui vont durer 3 heures. On veut des choses plus courtes puis qui vont être plus faciles à consulter par sujet à l'avenir. Euh, Ceci étant dit, je vais revenir avec un mode écran normal. Je ne sais pas s'il y a des mains levées. Sinon, si je n'ai pas d'autres questions, je vais tout simplement conclure la soirée. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des questions? J'ai François qui dit: « J'ai récemment plusieurs tentatives d'hameçonnage par SMS. Est-ce que c'est utile de les signaler? » Je dirais que c'est embêtant. Je vais vous donner un petit peu une opinion là-dessus. Au centre antifraude, je dirais oui. Cependant, ça dépend de qui ça vient. Parce que des fois, vous allez recevoir, je vais donner l'exemple qu'on avait antérieurement. Lorsque vous recevez un appel de l'Agence du revenu du Canada ou des services frontaliers, le numéro qui va être affiché sur votre téléphone n'est pas le bon. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que si vous rappelez à ce numéro-là, vous allez tomber sur un individu comme moi ou comme n'importe qui d'autre qui va répondre au téléphone, vous dire bonjour, oui, on se connaît. Là, vous allez dire, ben, vous venez de m'appeler. La personne va regarder dans son registre d'appel, va se rendre compte, ben non, je ne vous ai pas appelé. Et là, on peut mettre la loupe assez longtemps du fait qu'il n'y en a pas de bonne réponse, du fait que cette personne-là n'est pas au courant que son numéro a été utilisé pour commettre une fraude. Donc, si vous signalez son numéro à elle, à ce moment-là, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau du fait que ce n'est pas le vrai numéro qui a commis la fraude. Par contre, les SMS, je n'ai pas pris le temps, je crois, de regarder avec
avec le texto, voir quel était le numéro qui était d'origine. Si c'est un numéro à quelques chiffres, là, je vais donner un exemple, 40006, là, des fois, les compagnies qui font des paiements vont utiliser des numéros comme ça. Je vous dirais à ce moment-là de le faire, toujours au Centre antifraude du Canada, parce que justement, si ces numéros-là sont moins communs que ceux, comme je disais tantôt, là, pour donner un exemple, si vous habitez dans le 450-474, ça se peut que vous recevez un numéro de 450-474 et 001. 0011, admettons. Bon, ben ça, c'est, comme je vous expliquais tantôt, ça, c'est un coup d'épée dans l'eau parce que ça a juste utilisé un numéro de téléphone qui est proche du vôtre et qui est probablement déjà attribué à quelqu'un qui n'a pas rapport dans la fraude. Donc, regardez avec vous si la fraude vient vraiment d'un numéro qui est anormal, donc plusieurs chiffres d'affilée, mais qui n'est pas un numéro. Celle-là, je vous dirais, allez-y, signalez-le. Tandis qu'un numéro qui ressemble au vôtre, tout simplement, là, qui est dans le même indicatif, qui est avec les mêmes trop, là, on tombe dans le négatif. Ça ne servira à rien à ce moment-là. OK. J'ai des questions qui sortent un peu du sujet, un peu de la soirée. Là. Je vais essayer de répondre vite, vite. On parle d'un vol d'identité, ça. On va en parler dans une prochaine capsule parce que c'est un sujet en lui-même. Ensuite de ça, bon, signaler les SMS, message de ma soeur de ne pas ouvrir les messages TikTok de bonjour. Effectivement, si ce n'est pas dans les habitudes de vos Bon, contacts de faire des choses comme ça, ou le fameux est-ce que c'est toi avec une vidéo, ne touchez pas à ça, confirmez avec la personne avant de l'ouvrir. Parfois, c'est vraiment quelqu'un qui vous envoie une blague ou quelque chose, mais souvent, c'est tout simplement une tentative d'hameçonnage. Ceux qui volent notre carnet d'adresse, comment peuvent y arriver malgré la protection de l'ordinateur? Les ordinateurs, les protections, effectivement, comme n'importe quoi d'autre, il n'y a rien d'absolu. Parfois, il y a ce qu'on appelle un keylogger, que vous êtes allé sur un site, puis il y avait quelque chose qui enregistrait tout simplement tout ce que vous faisiez sur votre clavier. Et ils sont capables de démêler avec ça, parfois un mot de passe ou un nom d'utilisateur. Mais je ne pourrais pas donner une réponse exacte. Là, on s'entend que c'est du cas par cas, mais ce sont des choses qui existent. Elle disait que derrière les belles images, il y a des dangers. Bon, effectivement, c'est ce que je disais. Là, c'est une façon juste d'attirer votre curiosité, d'appuyer sur un lien pour l'ouvrir. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Comme je disais au début, pour les autres types de fraude, on devrait faire d'autres capsules qui devraient les couvrir dans le futur. Parce que comme on disait au début, il y en aurait pour jusqu'à demain et au-delà. Alors, c'est ça. Comme un appel des douanes me disant que son identité a été volée, c'est pas comme ça que ça va fonctionner parce qu'ils vont sûrement demander de confirmer des choses. Vous raccrochez et vous rappelez vous-même les douanes qui vont sûrement se demander pourquoi vous les appelez. oui. Alors, non, on le voit souvent passer, là, ce qui concerne les douanes, des colis retenus ou des irrégularités qui ont été détectées au sujet des personnes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Même l'Agence du revenu du Canada, personnellement, j'ai eu à remettre à jour ma session sur Internet et il faut que j'attende une lettre par la poste qui va arriver dans les 10 jours. Alors, c'est pour vous dire comment il n'y a jamais d'urgence avec aucune institution gouvernementale, ni financière. Alors, sur Juste avant, ceci, peut-être oui. juste rappeler pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec le clavier et qui avaient peut-être encore des questions, là, si vous portez votre curseur complètement en bas de l'écran, vous avez l'option réaction où ce que vous pouvez cliquer dessus, vous allez avoir l'option lever la main. Donc, pour ceux qui sont moins à l'aise avec le clavier, on va s'assurer de déverrouiller votre micro pour vous entendre. Donc, s'il y en a qui veulent passer par là, juste avant de conclure le tout, il y en a peut-être qui ont l'intention ou qui voulaient nous parler là, plus de cette façon-là. Donc, on va attendre juste quelques secondes. Sinon, si vous avez une question qui vous vient à l'esprit plus tard, ben, avec les coordonnées que vous avez à l'écran, vous pouvez simplement appeler ou envoyer un email. Je vous dirais que le email, comme je disais tantôt, est la façon la plus simple, surtout à notre niveau, étant donné que, comme je disais, le personnel n'est pas tout le temps là aux mêmes heures. Comme ça, ben, ça peut être traité là, en bonne et due forme là, avec la bonne personne. Alors, je ne vois pas de main qui se lève. Sur ce,
On va conclure ça pour ce soir. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent. C'était la première fois qu'on faisait une capsule du genre. Il y en a d'autres qui vont suivre. Il va y avoir différents sujets qui vont être traités. Ça ne sera pas tout le temps juste de la fraude. Ça va être, on prévoit avoir aussi de la sécurité routière. On prévoit avoir des capsules informatives sur les différents métiers à travers la police. Ça commence cette année. Alors, même si vous avez des suggestions aussi, des choses que vous voudriez entendre parler, vous pouvez envoyer ça à police-ville.mascouche.qc.ca. Et puis, ce qu'on prévoit, c'est d'avoir environ une capsule à tous les mois, dépendant du flot d'occupation. Alors, sur ce, merci beaucoup à tout le monde. Oh, on a une main levée juste avant de terminer. Oh, oui. Patricia qui demande de réactiver le son. Vous devriez être capable d'appuyer pour qu'on vous entende. C'était pas pour une question, c'était pour applaudissement. OK. J'applaudissais. Merci beaucoup. C'est bien gentil. Qu'est-ce que je portais pour dire? C'est juste si vous avez des commentaires justement sur la présentation, n'hésitez pas non plus à écrire. Si vous avez des points que vous aimeriez améliorer, si comme il disait Jean-Sébastien, les sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas. Là, on va recueillir ça et on va regarder ça attentivement. Je n'ai rien d'autre qui apparaît. Fait que sur ce, messieurs, dames, je vais vous souhaiter tous une bonne soirée et au plaisir de vous revoir dans une prochaine capsule.